Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 juillet 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et encore aujourd'hui, visiblement, j'ai perdu mon focus. C'est-à-dire cette capacité de faire des vidéos sans réfléchir. Depuis le début de ce projet, Lecture dans ma bibliothèque, je n'ai obéi qu'à des mouvements spontanés. Je ne savais jamais quoi vous lire le jour même de ma vidéo. Parfois, j'avais une sorte de révélation la veille. Je peux admettre ici que 2 vidéos avaient été planifiées. Celle du 24 juin, où je savais que je vous lirais le manifeste du Front de libération du Québec, et celle du 27 avril, jour anniversaire du poète Gilbert Langevin. Mais voilà, depuis hier, je réfléchis trop. Et ça me gâche un peu mon plaisir. Honnêtement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. D'abord, je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours de la part de Régent Olivier. Je vais vous parler des élections que Jean Charest est sur le point de déclencher. Et je vais vous lire les poèmes que j'ai écrits lors de mon très court séjour dans ma cabane dans les Appalaches. Alors voilà. C'est assez ironique, d'ailleurs, ce petit cadeau que m'a fait M. Olivier, car moi-même, j'ai voulu offrir un livre à quelqu'un et la personne a jugé qu'il était indélicat de ma part de lui demander son adresse. Je dois dire ici que à quel moment on réalise qu'on est déphasé par les événements? Moi, ça a commencé lors de la mode des premiers tattoos et des piercings. Là, j'ai commencé à comprendre que je n'étais plus vraiment dans le coup. Car ayant grandi dans le quartier le plus pauvre et le plus dangereux de la ville de Montréal, ceux qui portaient des tatous, là, dans les années 70, eh bien, on changeait de trottoir quand on les voyait. C'était nécessairement des gens extrêmement dangereux. Aujourd'hui, le tatou et le piercing semblent être la norme. Et je ne vois pas beaucoup de gens qui sont véritablement dangereux qui portent ces tatous-là. Alors pour moi, dans mon inconscient d'enfant, les tatoués sont des êtres à éviter. Alors de même, je vois bien aussi que les gens qui se font tatouer ne réfléchissent pas aux conséquences éventuelles de qu'est-ce que ça va avoir de l'air d'un tatou plus tard. Je vis encore dans ce quartier-là où j'ai grandi et il m'arrive de croiser ces émules d'Elvis, ouais, parce qu'ils ont encore le look d'Elvis, et ils ont des tatous datant des années 70. Et ces tatous-là sont délavés, flétris, des vraies horreurs, quoi. Alors pour ceux qui s'imaginent que leur jeunesse va durer toujours, et que le tatouage qui s'inscrit dans une conformité à l'ordre établi, à l'ordre social établi, je vous jure, dans 20 ans, vous allez être laid en tabarnouche. Et la business du détatouage est appelée à un très bel avenir. Ça, j'en suis certain. Alors, voilà, cette petite aparté. Alors, Monsieur Olivier, vous m'avez consolé de cette petite déconvenue d'un présent qui n'aura jamais lieu en m'envoyant par la poste une toute petite boîte que je vous montre ici à l'écran avec des livres. Et je sais que ça ne sera pas indélicat de ma part que de vous lire, entre autres, la carte que vous m'avez envoyée, qui est datée du 8 juillet 2012, pour Bruno Lalonde, libraire, en amitié envers ce communicateur, cette petite boîte qui résume mes 3 principales sources d'intérêt. L'Anaudière, le Collège de l'Assomption, où vous avez été bibliothécaire, et ma famille. Je vous invite à Joliette pour voir
ma librairie particulière. Oui, je vais le faire, M. Olivier. D'ailleurs, je vais vous appeler dans quelques jours pour qu'on planifie un rendez-vous et j'aimerais qu'on tourne une petite vidéo d'une demi-heure qui serait lecture dans la bibliothèque de Régent Olivier et où je vous soumettrai quelques questions, quelques-unes, quelques jours auparavant pour que vous puissiez réfléchir aux réponses que vous allez apporter. Alors, vous avez dans cette boîte, donc, je vais vous montrer les livres. Un livre de Jeanne Bourrin que vous avez offert à ma compagne, qui a été très touchée par ce présent. Ma compagne, qui est herzégovine germanophone, a un peu de la difficulté à lire en français. Le français, je pense, c'est sa 5e langue. Alors, mais elle a été ravie de ce présent que vous lui avez fait. Et elle va le lire, Jeanne Bourrin. Vous m'avez également offert profil d'ancien du Collège de l'Assomption, de la région Lanaudière. On vous voit ici en 4e de couverture, tenant dans les mains un vieux livre. C'est assez formidable. Je vais le lire. Je vais le lire. Un ouvrage important de notre patrimoine. Ici, Stéphane Olivier, Un radeau dans la tempête. Je présume, Stéphane Olivier est probablement, en fait, c'est votre fils, je pense. Je l'ai pas encore parcouru, mais je vais en rendre compte la semaine prochaine de ce petit ouvrage, de cette brochure et non pas plaquette comme on le croit trop souvent. Un radeau dans la tempête de Stéphane Olivier. Ici, le dictionnaire des auteurs de Lanaudière. Alors, écrit en collaboration avec Gérard Brisson. C'est assez étonnant. Plus de 600 auteurs dans la région de Lanaudière. Le Québec est rempli d'écrivains. C'est une terre magique, le Québec, pour cela. Alors, je vous remercie infiniment, M. Olivier. Ça a mis un baume sur mon cœur et ça a eu l'effet de remettre les choses en perspective. Générosité mal comprise parfois. Hein? Mais enfin, ça a eu le mérite d'être clair. D'autre part aussi, donc je voulais vous parler un peu de l'élection de Jean Charest, que Jean Charest va déclencher incessamment. Eh bien, c'est simple pour moi, c'est un suicide politique. Jean Charest, en bon gladiateur, a décidé de mourir dans l'arène des élections. C'est un suicide politique. Il sait qu'il va perdre ces élections-là. Et il s'en fout. Pour 2 raisons. La première, j'ai déjà dit que pour moi, Jean Charest avait perdu la main. Que la crise sociale déclenchée par la grève des étudiants a montré que cet homme-là n'est plus capable de lire son peuple. Et c'est un peu logique. Après 10 ans d'exercice du pouvoir, on en vient sans doute à perdre ses repères. Et que mourir, au fond, dans le champ de bataille électoral, c'est comme un boxeur. C'est logique que le dernier combat soit toujours perdu. C'est la règle. Mais cette défaite-là, acceptée, peut paver la voie à une éventuelle, et là je sais que je vais en étonner plusieurs, à une éventuelle élection de Jean Charest à la tête du Parti libéral du Canada, qui est absolument... Il n'y a aucun candidat possible qui va se présenter. Oubliez Justin Trudeau, il est trop jeune. Bob Rae a dit qu'il ne se représentait pas, qu'il n'était plus l'homme de la situation. Et c'est vrai. Et ne me dites pas
que l'impopularité de Jean Charest au Québec pourrait lui nuire dans une éventuelle, non seulement course à la chefferie du Parti libéral du Canada, mais éventuellement dans une lutte contre Stephen Harper et Mulcair, car Jean Chrétien et Stephen Harper ont fait la preuve qu'on pouvait gouverner le Canada sans l'appui du Québec. Et n'oubliez pas non plus également que Jean Charest a remporté 3 élections au Québec. Ce qui n'en fait pas un loser. Même si la prochaine élection va se solder, selon moi, par sa défaite. Il va rester auréolé de quelqu'un qui aura administré la province de Québec pendant 10 ans. Et puis l'autre avantage, si cette hypothèse s'avère trop farfelue, qu'il devient le chef du Parti libéral du Canada, eh bien, il va couler des jours paisibles auprès de Paul Desmarais, qui l'attend dans son organisation. Alors, de toute façon, et même, imaginons qu'il gagne cette prochaine élection. Alors là, je peux vous dire que c'en est fait du mouvement social. C'est terminé. On ne pourra pas se remettre de la réélection de Jean Charest. Et là, il réussit cet incroyable tour de force de remporter une 4e élection. Donc, encore gagnant. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la situation. Jean Charest, peu importe le résultat, a déjà gagné. Alors, ce qui va en faire un adversaire encore plus redoutable lors de la prochaine campagne, car c'est un homme qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a plus rien à perdre parce qu'il a déjà tout gagné. Hey, ben écoutez, je vous lirai mes poèmes une autre fois. De toute façon, je n'étais pas vraiment en forme. J'ai perdu mon focus. Ouais, j'ai perdu mon focus. Je vais conclure là-dessus. Parce que depuis quelques jours, je planifie mes lectures. Et c'est comme devenu du travail. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours joué. Je sais même pas si ça existe, le travail. Je vais conclure là-dessus. Pour moi, les gros travailleurs que j'ai vus, là, et je m'inclus là-dedans, c'est des gros joueurs. C'est des gros jouisseurs, finalement. Ils ont un vrai plaisir à faire ce qu'ils font. Les autres, ils subissent leur travail. C'est de l'esclavage. Soit on joue, soit on est des esclaves. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit on a une passion incroyable pour notre activité, et à ce moment-là, c'est pas du travail. Soit on n'a pas le choix de se rendre au boulot pour payer les factures. Et ça, c'est de l'esclavage. Alors, je conclus là-dessus. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner dans ma librairie dans le 514-736-0999 Montréal. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.